Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos éditorialistes Alfred Chongo, Djemal Taleb et Mahamé Traoré. Dans l'actualité économique, au Ghana, l'inflation a atteint 15% en juin 2016. Le déficit budgétaire s'est creusé à une vitesse vertigineuse au cours des 24 derniers mois, tandis que la monnaie nationale, le cedi, a vu sa valeur fondre de près de 40% par rapport au dollar, de quoi inquiéter davantage les investisseurs et autres partenaires techniques du pays. On fait le point sur la situation avec Deogracias Podo et on en parle juste après. À l'instar d'autres pays d'Afrique subsaharienne, l'économie ghanéenne éprouve toujours des difficultés à se redresser en raison de la chute du prix du pétrole sur le marché international. Le gouvernement a réduit ses prévisions de croissance économique à 4,1% en 2016 contre 5,4% annoncé au mois de janvier 2016. Après avoir traversé des années difficiles en 2014 et 2015, le Ghana s'est donc engagé dans un programme de réforme budgétaire et fiscale dans le cadre d'un plan d'aide du Fonds monétaire international avec pour objectif de réduire son déficit public à 5% du PIB d'ici fin décembre 2016, à 3% en 2018 et environ 2% en 2019. Mais malgré ce climat d'incertitude, l'État a récemment annoncé une hausse des salaires des fonctionnaires pour environ 12,5% dès janvier 2017 et de nouveaux prix aux producteurs de cacao durant la nouvelle campagne agricole. Il faut faire très attention avec les dérapages budgétaires parce que là, c'est tout droit la porte qui s'ouvre vers le gouffre de la crise économique. Il y a un problème d'inflation. Je pense qu'il y a un travail de discipline budgétaire qu'il faudrait absolument que les hautes autorités ghanéennes fassent et qu'on déconnecte dans ce pays, en ce moment en particulier, l'économie de la politique. Il faudrait assainir le fichier solde, il faudrait repartir sur les fondamentaux de gestion budgétaire pour faire en sorte que la situation n'empire pas. En dépit des difficultés économiques, l'économie ghanéenne a connu en moyenne une progression spectaculaire depuis une dizaine d'années. De 10,7 milliards de dollars en 2005, le produit intérieur brut est passé à 37,86 milliards de dollars en 2015, selon les chiffres de la Banque mondiale. Mais la situation actuelle ne rassure pas pour autant les analystes et autres investisseurs. Les augmentations de revenus pourraient réduire la capacité du pays à mobiliser du financement pour les projets de développement ou réduire la confiance des investisseurs en cas de recours au marché des prêts bancaires. Je pense que la situation est difficile, mais elle est loin d'être absolument désespérée. Maintenant, il s'agit simplement de faire des efforts que sur les questions énergétiques, les autorités se prononcent et qu'il y ait un plan pour sortir de la situation qui est en train de se mettre en place, poursuivre tous les efforts en matière d'amélioration du climat des affaires, encourager les partenariats publics-privés, établir un climat qui rassure et qui ramène la conjoncture à un niveau de stabilité acceptable pour les investisseurs locaux et internationaux. En 2013, la Banque du Ghana a mené une politique monétaire rigoureuse afin de contenir la hausse de l'inflation et la dépréciation du cedi, la monnaie locale. Mais l'ampleur du déficit budgétaire depuis 2012 a fortement impacté la dette publique qui est passée de 43% du PIB en 2011 à 52% en 2015. Les experts craignent qu'au-delà de 60% du PIB, le poids de la dette devienne insoutenable pour le pays. Le gouvernement, déjà sous la pression des besoins d'investissement dans les infrastructures sociales, prévoit de doubler les exportations hors ressources naturelles afin qu'elles atteignent plus de 5 milliards de dollars d'ici à 3 ans pour tenter de renouer avec la croissance. Djemal, le Ghana s'est engagé dans un programme de réforme budgétaire et fiscale. C'est la bonne stratégie pour sortir de la crise ? C'en est une, je veux dire, dans la situation du Ghana, c'est un pays qui se porte d'abord bien économiquement et en début des difficultés. La situation du Ghana, comparée aux autres pays, est plutôt bonne. Il a un levier que les autres pays n'ont pas, c'est sa capacité à utiliser l'inflation pour s'en sortir, sa capacité à ne pas serrer la ceinture. Donc, les leviers d'une monnaie nationale, pardon pour le franc CFA, c'est une chance réelle, c'est-à-dire qu'ils sont capables à la fois de dévaluer, à la fois de créer de l'inflation pour insuffler donc de l'activité nouvelle. C'est ce qu'ils font. Et puis, la chute du cours du pétrole est une réalité. Le ralentissement de l'activité économique d'abord est généralisé. Et puis, le Ghana est un pays qui n'est pas un pays très vaste. Il subit naturellement et de façon systématique la crise de ses voisins et de la région autour. Alors, le plan de relance tel qu'il est prévu me paraît plutôt, en tout cas, couler de bon sens. Couler de bon sens, vous savez, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous relancez par la consommation, soit vous relancez par l'austérité. Eux le font plutôt par la consommation et ça me paraît être une bonne chose. L'un des difficultés, l'un des gros problèmes sur le continent africain, c'est qu'il n'y a pas assez de croissance, il n'y a pas assez de production, donc il n'y a pas assez de valeur ajoutée. Donc vos marges budgétaires sont souvent rabotées, liées
votre capacité ou pas de vendre votre matière première. Le Ghana a fait un autre choix. C'est l'un des pays qui a les choix les plus intelligents sur le continent. Et je n'ai aucun doute que si les autres le suivent, l'Afrique s'en portera pas plus mal. Alors Alfred, malgré la mauvaise conjoncture, le gouvernement annonce une hausse des salaires des fonctionnaires d'environ 12,5% dès janvier 2017. Qu'est-ce que ça révèle finalement? Bon, je dirais qu'il s'agit là d'amadouer la colère des fonctionnaires, mais l'état des finances aujourd'hui du Ghana ne permet pas justement d'augmenter à cette proportion-là. Ça voudrait dire justement creuser encore le déficit. Mais évidemment, le Fonds monétaire fait confiance au Ghana, donc leur accorde encore des facilités monétaires qui permettent d'amortir les mesures d'austérité qui sont prises et puis d'assainissement budgétaire et financier. Mais si le Ghana veut réussir justement à maintenir le cap de la stabilité économique et financière monétaire qu'il a eu par le passé, il faut qu'il maîtrise déjà la pression aussi urbaine qui est là, qui est importante. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens viennent autour des grandes villes, Accra en particulier, donc il faut gérer tout cela. Un, deux, il faut effectivement aussi au niveau économique ne plus trop focaliser les recettes de l'État autour du pétrole, même si de nouveaux puits vont être exploités, mais on a vu l'effondrement justement des cours du prix du pétrole. Donc il faut relancer de l'autre côté l'agriculture et puis le commerce de l'or. Mamé, rapidement. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un pays agropastoral où vous savez, ils sont l'un des meilleurs en Afrique en termes de culture de cacao et de café. Moi, je pense aussi à cette dynamique qui est dans ce pays entrepreneurial, surtout de la jeunesse. Et je pense que c'est un levier important du point de vue fiscal de pouvoir faire en sorte que toutes ces entreprises qui se créent, toute cette jeunesse qui aspire à être dans le privé plutôt qu'à s'accrocher à l'État, de pouvoir que l'État puisse récolter des économies sur leur chiffre d'affaires. Je sais que c'est un pays qui est assez dynamique. Si l'exemple est suivi par beaucoup de pays africains, déjà ils ont leur monnaie à eux, ça leur donne beaucoup plus de marge par rapport à d'autres, moi à mon avis. Merci Mamé. La journée mondiale de l'habitat a été célébrée ce 3 octobre 2016, l'occasion de se pencher sur l'épineuse question de l'accès aux logements sociaux au Cameroun. Malgré les initiatives du gouvernement, la problématique semble en effet insoluble. Viviane Baoken. Se loger, ou du moins trouver un logement social décent au Cameroun, reste un parcours de combattant. Le ciblage des bénéficiaires, qui sont prioritairement des citoyens aux revenus faibles, pour des logements n'est pas pris en compte. Pour les populations, ça coûte cher. Les logements sociaux ne sont pas accessibles à toute personne, à tout citoyen. Le pauvre ne peut pas. Par exemple, un homme de ma condition, je ne me vois pas en train d'habiter un truc pareil. Alors que naturellement, quand on dit logements sociaux, normalement, c'est les moins nantis qui devraient habiter des trucs comme ça, puisqu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se loger. En 2012, l'État du Cameroun a mis en place un programme de construction de 10 000 logements sociaux dans les villes de Yaoundé et de Douala. Malgré ces efforts, la question d'un logement décent pour tous n'est toujours pas résolue. Il faudrait maintenant mettre sur pied une organisation chargée de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, ça devient les patrimoines de certains. Et l'étude de l'État devient le patrimoine de certains. Il gère ça comme s'il gérait sa maison. Or, ça ne l'appartient pas. Tu peux venir étant démuni, tu refuses, parce qu'il va aller prendre 50 000 là-bas pour donner à un boss. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'on estime à plus d'1 million d'unités le déficit à combler en matière de logement. Un chiffre qui pourrait s'accroître dans les années à venir, surtout que le pays connaît une croissance annuelle de près de 100 000 habitants. Alors Djemal, les citoyens aux faibles revenus sont censés être prioritaires pour les logements sociaux. Pourtant, on a vu dans le reportage que ce critère n'est pas pris en compte. Il y a visiblement un problème. Au-delà du cas du sujet qu'on a vu, si tous nos États comprenaient le rôle, l'importance du logement, honnêtement, ce serait un plan de développement considérable qu'on mettrait en place. Si on avait un vrai plan Marshall, comme on aime bien le dire, pour le logement dans chacun de nos pays, croyez-moi, le développement serait probablement à portée de main. Vous savez, le logement est tout à la fois.
il engloutit la moitié du salaire, il crée des conditions précaires, il crée des conditions de salubrité réelles, il affaiblit la santé, et donc résoudre le problème du logement, c'est résoudre tout ça à la fois. Si on pouvait imposer un droit au logement réel, obligatoire, inscrit dans nos constitutions, qui fait que l'État doit obligatoirement faire une espèce de couverture logement universel, qui fait en sorte qu'un plan de construction de l'urbanisme et donc du logement social ou pas, en tout cas du logement, soit une obligation, croyez-moi, on s'en porterait pas plus mal. C'est malheureusement pas la chose suivie parce que dans chacune de nos capitales, dans les pays développés, le logement est un pilier de l'économie important. Donc, vous le régulez, vous le maintenez à un prix pas très haut, pas très bas, parce que, encore une fois, la spéculation, la banque, le fonctionnement de la promotion immobilière se fait là-dessus. Dans nos pays, la situation est différente et nous sommes dans l'obligation d'avoir dans nos États des plans sérieusement développés pour que le problème du logement soit réglé. Alfred. Oui, mais je pense effectivement que cette question de logement ne se pose pas seulement au Cameroun, hein. Ça se pose à tous les pays africains. En France, ici, on le voit aussi, puisque nous sommes là. La difficulté, justement, pour l'État de pouvoir pourvoir en logement social tout le monde. Parce qu'effectivement, il y a le déclassement social, il y a la question des revenus. Or, en Afrique, ce qui frappe effectivement, il n'y a pas véritablement de classe moyenne qui pourraient habiter dans ces logements-là. Et puis ceux qui sont des personnes à revenus faibles, on a vu un fonctionnaire à la retraite, là, camerounais, qui nous dit « mais moi je ne peux même pas habiter là-bas parce que les revenus, le salaire ne le permet pas ». Donc l'idéal serait que les États mettent en place, mobilisent des moyens pour la construction de ces logements sociaux. Le déficit au Cameroun est d'1 million d'unités. C'est énorme pour tout le pays. Effectivement. Ça nécessite beaucoup d'argent, effectivement, mais il faut s'en donner le moyen. Parce que, outre tout ce que j'ai mal à rappeler, la question sanitaire, la question environnementale, etc., lorsque les gens ils sont bien logés, de toute façon, le principe, on le connaît ici, hein, quand le bâtiment va, tout va. Et si vous ne construisez pas, que les gens n'ont pas des logements décents, mais il arrive quoi? Quand il y a par exemple de grosses pluies, des tempêtes, etc., ben, les gens se retrouvent dans la rue, ils perdent tout. Exactement. Donc il faut vraiment qu'il y ait un soutien. Peut-être mobiliser aussi les entreprises privées pour qu'il y ait ce partenariat et puis penser à un certain pourcentage justement qui permettrait que, ben, bien sûr, les entreprises privées puissent se rémunérer, récupérer leurs investissements, mais à plus long terme, mais permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des logements décents. Tous les économistes convergent vers une idée simple dans nos pays, c'est que nous avons deux gros problèmes. Nous en avons quelques-uns, mais nous avons deux problèmes urgents. Un, évidemment, comme dirait mon idole Tidjani Thiam, l'école. Et puis la deuxième donnée fondamentale, c'est le logement. C'est-à-dire que le logement, quand vous réglez le problème du logement, vous injectez sur le marché 50% de capacité de pouvoir d'achat en plus. Et donc, il faut définitivement le comprendre et surtout agir. Mais... Et aussi, il ne faut pas oublier la question de pression démographique aussi qui compte beaucoup dans ce problème de logement. La question du financement aussi pose un problème énorme. Le cas du Mali, par exemple, on a l'État qui est capable de mettre des terres à la disposition des agents immobiliers pour lancer le programme. Mais à un moment donné, la question du financement se pose. Ce n'est pas quand même des petites sommes pour investir. Et rares sont ceux qui souhaitent investir dedans et avoir les garanties nécessaires pour pouvoir investir. Donc je pense que ça aussi, c'est l'une des problématiques majeures du problème. Merci Mamé. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce vendredi sera consacré aux nouveaux talents du cinéma camerounais. Alfred, merci d'avoir été sur ce plateau. Le ravissement du départ est confirmé à la fin. Et puis, mes très chères téléspectatrices, merci encore de leur accueil bienveillant. Mamé, merci pour votre présence. Et merci à vous, Djemal. Merci Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.